comment présenter André Markovitch? C'est très difficile parce que il est beaucoup de choses à la fois. Et il est poète, il est traducteur, c'est certainement le passeur le plus important de la culture russe vers le monde francophone au cours de ces dernières décennies. Hein, parmi les très nombreux travaux, et je ne vais pas évidemment pouvoir tous les citer, il y a eu une nouvelle traduction en français de l'intégrale de Dostoïevski, et il est parvenu à dépouiller les traductions françaises habituelles qui voulaient rendre Dostoïevski élégant et lui donner un style d'un demi-Goncourt, en retrouvant le langage réel de Dostoïevski, en retirant toute cette patine de politesse, d'écriture gentille, etc., etc. Et depuis le début de la guerre en Ukraine, André Markovitch tient sur Facebook une chronique régulière de ce qui se passe en Ukraine. Donc, il travaille sur Facebook depuis plus longtemps, depuis 2013 je crois. Hein. Une partie de ce travail a été ensuite transformée dans 2 livres que vous pouvez trouver ici, qui s'appellent Partage 1 et Partage 2. Et donc il reprend une partie de chroniques antérieures, ça c'est antérieur à la guerre en Ukraine. Et en ce qui concerne l'Ukraine, il a écrit également un pamphlet, et si l'Ukraine libérait la Russie, dans lequel il se pose la question finalement de quelle dynamique, tant positive que négative, la guerre en Ukraine peut ouvrir pour la société russe. Alors ce matin, j'avais diffusé en fait des informations sur la conférence de ce soir, et une dame m'a envoyé comme réponse en disant « Mais c'était rédigé dans un style tout à fait gentil et aimable, mais ce monsieur André Markovitch, il est spécialiste de quoi ?» Et là, je me suis retrouvé à un moment donné bloqué, parce que franchement, je crois qu'il n'est pas spécialiste et que c'est ça la qualité de ce qu'il écrit sur l'Ukraine. Ce n'est pas un historien, c'est encore moins un spécialiste des affaires militaires, etc., etc. On pourrait faire une longue liste de toutes les matières dont il n'est pas spécialiste. Et en même temps, justement, ce qu'il exprime, c'est quelque chose de profondément intime, de quelque chose qui est indissociable avec sa vie, et aussi avec la vie, je dirais, de toute une génération. C'est indissociable de l'histoire du XXe siècle, c'est indissociable de sa propre histoire. Il a passé son enfance à Leningrad, sa famille, pour toutes sortes de raisons, et je ne vais pas maintenant entrer dans tous ces détails, est liée depuis très longtemps à la Russie, comme énormément de juifs en Europe de l'Ouest. On a presque tous eu des ancêtres, des cousins, etc., qui venaient de cette région-là. Et donc, l'Ukraine, ce qui se passe en Ukraine, la guerre en Ukraine, l'interpelle à un double titre. D'abord comme être humain, en réagissant contre le mensonge, contre les injustices, contre les crimes, en amoureux de la culture russe, et je dirais en partie prenante de la culture russe, conscient des menaces énormes que cette guerre et Poutine font peser sur la Russie, et évidemment en personne solidaire des Ukrainiens et de tout ce que la société ukrainienne a pu apporter au cours de ces dernières années en termes de pluralisme, en termes d'auto-activité, que ce soit sur le plan syndical, dans le mouvement féministe, etc., etc. Et donc voilà, je vais passer la parole à André Markovitch. On va suivre un schéma habituel ici, c'est-à-dire il va nous parler pendant 45-50 minutes, et ensuite il y aura un débat avec la salle. Voilà. Ben merci. Ben après ce que dit Laurent, moi j'ai plus rien à dire. Parce qu'il a tout dit. Et donc, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Et de fait, quand Laurent, là, on marchait là pour arriver ici, et il m'a raconté l'histoire de cette dame qui a dit, mais ce monsieur Markovitch, de quoi il est spécialiste? Et en fait, c'est pour ça que je suis sur Facebook. Non, sérieux. Parce que tout le monde comment vous dire, les gens sont...
On catégorise toujours les gens. Est-ce qu'il est écrivain? Est-ce qu'il est poète? Est-ce qu'il est traducteur? Est-ce qu'il est gaucher du pied droit? Vous voyez, il faut des catégories. Et moi, je suis juste un juif comme tout le monde. Je veux dire que je suis un être humain normal. Il y a plein de choses qui m'intéressent, et ce qui m'intéresse d'abord, c'est d'écrire. C'est ça qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse, c'est d'écrire d'une certaine façon. C'est-à-dire d'essayer de faire entendre en français ce que j'entends en russe. Parce que ma langue maternelle et toute ma culture, c'est une culture russe. Et ce qui m'intéresse, c'est et comment on dirait ça en français? C'est-à-dire, même quand je traduis des textes qui n'ont pas d'original, c'est-à-dire quand j'écris, c'est-à-dire je traduis. Et ma famille est de fait liée depuis on racontait l'histoire de mon arrière-grand-père à la ville de Pétersbourg. J'ai bien connu ma grande-tante, qui est décédée quand elle avait plus de 100 ans, qui est née en 1890, et qui a connu à peu près tout ce que pouvait connaître une ou un intellectuel russe, juif ou pas, dans sa vie. Ma mère est née en Sibérie, où ma grand-mère et ma grand-tante étaient pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le tourisme. Même si ma grand-tante a créé là-bas un musée des traditions populaires, des peuples de Yenisseï, du Sine. Bon, bref. Il y avait une photo de groupe des étudiants de la génération de ma grand-tante, qui étaient donc juifs et femmes. Les juifs, on ne les prenait pas à l'université, et les femmes, même pas juives, on les prenait peu. Et donc il y avait des groupes, j'allais dire, qui se rencontraient en dehors de l'université. Et il y avait comme ça en 1910, un groupe de jeunes gens de 27 jeunes femmes, jeunes hommes. Sur ce groupe, il y en a 3 qui sont morts dans leur lit. Tous les autres sont morts de mort violente. Et parmi les 3 qui sont morts dans leur lit, 2 avaient connu la Sibérie pendant des années et des années. Et ce que j'ai gardé de la culture russe, c'est d'abord ça. Ces gens absolument indomptables. Ma grand-tante était bien plus petite que moi. Quelqu'un d'absolument indomptable, qui expliquait comment elle avait vécu la Sibérie, comment elle avait vécu le blocus de Leningrad, et tout. Et qui gardait la culture. Et qui parlait naturellement 4 ou 5 langues. Et pour lequel il y avait une chose qui était radicalement, mais comment vous dire, pas polie. C'était de se plaindre. C'était juste, mais... La phrase était juste de mauvais ton. Et tout mon travail, ça a été pour essayer de traduire cette chambre de l'appartement communautaire dans laquelle vivaient ma grand-mère et ma grand-tante. Cette atmosphère, les livres qui étaient là. Elle avait vu, pas connu, mais vu Alexandre Blok, vu Akhmatov, vu Mandelstam et tout ça. La culture russe, depuis qu'elle existe, je ne sais pas,
depuis quand elle existe, et qu'est-ce que c'est la culture russe. C'est toujours construite en gros, non pas contre le pouvoir, mais en dépit du pouvoir. Des fois contre, mais le plus souvent malgré. Et sur Facebook, j'écris, je publie des traductions, je publie des notes, des souvenirs. Je fais comme je veux. Et en particulier, ce que je fais, c'est que je traduis les choses que je vois de la vie russe. Sur YouTube, de toutes sortes de canaux sur Internet qu'on peut trouver. Qu'est-ce que ça veut dire? Et depuis des années, j'assistais à la montée du nationalisme et du militarisme du régime de Poutine. Depuis des années et des années et des années. C'est ce discours qui était un discours de haine de plus en plus violente, de ressentiment, de création d'une identité. Toutes les identités sont créées. Je suis très antinationaliste, quels que soient les nationalismes. Mais de création d'une identité née du ressentiment. La rhétorique de la forteresse assiégée, pas assiégée en général, mais par cette expression que Poutine n'arrête pas d'employer, l'Occident collectif. Contre nous. Et je sentais que ça ne m'avait pas empêché en 1915, quand il y a eu les lois mémorielles votées en Ukraine, et qu'il est devenu, et que j'ai vu cette espèce de culte qu'il y avait à ce moment-là, en 2015, 2016, 2014, de Bandera, de Shukhevich, et de tous ces gens-là que je considère pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des fascistes. J'ai dénoncé ça aussi. Parce que c'est pas parce que tu luttes contre le nationalisme de Poutine que tu n'es pas nationaliste. Il se trouve que au fur et à mesure que les années passaient, le poids de l'extrême droite en Ukraine diminuait. Au point qu'aux dernières élections, il y a eu, je crois, un député fasciste. Quand je pense à ce qui se passe en France, je me dis, bon. Et, enfin, oui, je ne discute pas. Voilà. Voilà. Et à un certain moment, ça a commencé à s'emballer réellement. Parce que ce discours nationaliste s'accompagnait d'un discours d'une répression de plus en plus violente contre l'opposition. Après la tentative d'empoisonnement de Navalny. Et d'autre part, ça arrivait au moment où l'économie de la Russie commençait réellement à s'effondrer. C'est-à-dire que les structures mafieuses de l'État de Poutine, le racket, et simplement la verticalité du pouvoir, faisait qu'il n'y avait plus rien de vivant qui marchait. Parce que Poutine, ce que fait Poutine n'est pas un héritier de l'Union soviétique. Poutine est un héritier de l'Empire russe. Et Poutine gouverne selon ce qu'on appelle
en Russie, la triade d'Uvarov. Vous savez ce que c'est ? Uvarov, c'était un des ministres de Nicolas Ier qui a en quelque sorte théorisé le pouvoir, dictatorial, disons, despotique de Nicolas Ier, selon 3 principes fondamentaux. Orthodoxie, autocratie, principe national. Bon, l'orthodoxie, ça va de soi. Hein, tout vient de Dieu. Autocratie, c'est-à-dire que tout vient de Dieu, donc l'autocrate est naturellement désigné par Dieu, et donc il a l'onction divine, c'est-à-dire que quand il parle, il est en quelque sorte Dieu sur terre, et le pouvoir est par définition vertical. Il n'y a pas de délégation de pouvoir. Et puis, принцип national. En russe, народность. А тут кто-нибудь говорит по-русски? Vous comprenez, c'est très difficile de traduire ça, ce que ça veut dire народность. Народ, c'est à la fois le peuple et la nation. Ça serait plus facile en allemand de traduire ça. Ouais, je sais pas. Et c'est-à-dire que il existe un principe national dont l'expression la plus achevée est l'autocrate. Et ça signifie donc que tout ce qui n'est pas russe à l'intérieur de l'Empire russe n'existe pas. Et ça, c'est les 3 principes de Nicolas Ier qui sont repris depuis toujours par Poutine. La seule variante que Poutine a faite, c'est qu'il a mis d'abord le principe de l'autocrate. Mais le rôle de l'Église orthodoxe en Russie, je n'ai pas besoin de m'étendre sur ça. C'est une catastrophe radicale. Et donc, ce principe national devenait, au fur et à mesure des années, un principe qui s'exprimait que par la guerre, que par des images de guerre. J'ai fait, il y a quelques années, une étude de traduction sur les chaises longues. Et je veux dire que je suis tombé, en habitant en Bretagne, où on est très sensibilisé au nationalisme en Bretagne, pour plein de raisons sur lesquelles je ne parlerai pas maintenant. Et on est arrivé dans une galerie marchande, une grande surface, là, un Leclerc pour ne pas le nommer, et il y avait une opération commerciale sur le Gwenadu, sur le blanc et noir, sur le drapeau breton. Et tout était en Gwenadu. Alors vous aviez un cendrier en Gwenadu, vous aviez des chaises longues en Gwenadu. Mais vous n'aviez pas de slip en Gwenadu et pas de paillasson en Gwenadu. Et c'était expliqué. Parce qu'on ne marche pas sur le drapeau et on ne s'assoit pas sur le drapeau. C'était en toutes lettres. Hein. Le même jour, sur YouTube, en Russie, je vois des chaises longues en vente, pas avec le drapeau tricolore, mais avec la croix de les rubans de Saint-Georges, militaire de l'Empire, avec les mêmes arguments, avec une variante. Il y avait un pull de femme. Et les images, les illustrations, les dessins du pull de femme, c'était des chars d'assaut. Stylisés. Et là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose. Il n'y a rien de plus cosmopolite qu'un nationaliste. Ils sont tous pareils. Quels qu'ils soient.
24 février, j'ai été stupéfait et surpris. Comme tout le monde. Tout le monde savait. Et personne ne s'y attendait. Et la première chose qui m'a frappé, comment dire, j'ai traduit, comme Laurent a dit, tout Dostoïevski. Enfin, pas les articles, parce que je ne voulais pas traduire les articles. Mais je les ai traduits quand j'avais 30 ans. J'en ai 60 maintenant, 62. Et plus je vieillis, plus je déteste les barbes. Les longues barbes. Non, vous êtes absolument innocent, monsieur. Au contraire, parce que j'adore les barbiches. Et je distingue radicalement les barbes et les barbiches. Les barbes vous apprennent comment il faut vivre. Et si vous ne vivez pas de la façon dont il faut vivre, vous êtes un traître. Ou un mécréant, qui vous voulez. Alors que les barbiches, comme celle de Tchekhov, elles ne vous apprennent pas comment vivre, elles vous montrent comment on vit. Et plus je vieillis, plus on vieillit, Françoise Morvan et moi, avec laquelle on traduit toutes les pièces de Tchekhov, et Tchekhov est l'auteur de notre vie, plus on vieillit, plus on aime Tchekhov. Parce que Tchekhov n'explique rien. Et Tchekhov ne se plaint pas. Et voilà, regardez. Plutôt que ça peut faire des grands discours sur le monde, regardez comment on vit. Tchekhov est l'auteur de la démocratie, l'auteur de la banalité. Et quelle vertu fantastique que la banalité. Que l'absence d'épopée, l'absence d'aventure idéologique. Qu'est-ce que c'est extraordinaire de vivre au jour le jour, juste comme ça. Et ça se passait le 24 février, et je me suis rendu compte que les premiers combats se passaient autour de la Cerisay. On ne sait pas où elle est, la Cerisay. Mais tous les personnages, après, ils partent à Kharkov. C'était là que ça se passe. Ça m'a fendu le cœur. Je me suis dit, mais ils sont en train de tuer Tchekhov. C'est idiot comme oui. À 6h du matin, le 25 février, j'ai dit ça. Parce que de fait, je ne suis pas du tout un spécialiste de la politique. Pas du tout. Dieu me préserve d'être un spécialiste des choses militaires, de la sociologie, de rien, juste de rien. Et petit à petit, j'ai écrit, comme je fais depuis 2013, tous les 2 jours, un texte. Et au lieu de parler de plein de choses, comme je faisais d'habitude, je me suis vu obligé de ne parler que de l'Ukraine. Comme si ce qui se passait en Ukraine mettait en cause radicalement toute ma vie et tout mon travail. Comme si se passait là, comme une espèce de... Comme si je voyais là le miroir de toute la vie russe. La vie russe, l'histoire russe, est une histoire de violence radicale. Une histoire de hache. Vous vous souvenez? Dans la Cerisay, les haches
Et quand Trofimov, quand Anya, à la fin, va voir le paquet, il lui dit, mais quand même, vous pourriez couper les arbres après le départ. Vous n'avez même pas le tact. Parce qu'il y a une chose qui n'existe pas dans l'histoire russe, c'est le tact. Parce que la hache, c'est la hache d'un proverbe, d'une expression toute faite. Вот идет Иван с топором идет. Il y a Ivan qui arrive, il arrive avec la hache. Ivan, c'est le paysan. Quand le paysan arrive avec la hache, il vaut mieux partir. Parce qu'il n'y a pas de quartier. Et cette hache qui est aussi là dans Dostoïevski, dans le Crime et Châtiment, et dans les poèmes d'Akhmatova et de Mandelstam, tout après, si vous voulez, je vous dirai de ces poèmes. C'est une hache qui tue des millions et des millions et des millions de gens depuis au moins un siècle et bien plus. Et face à ça, moi je reviens toujours vers Pouchkine. Pouchkine écrit un poème qui a été très mal pris par ses amis, qui s'appelle Poltava, sur ce moment glorieux, dit-il, dans l'histoire russe, où Pierre le Grand a battu Charles XII et les Cosaques de Mazepa, et l'Ukraine est devenue définitivement une partie de l'Empire russe. Et ce poème est considéré par beaucoup de gens, et en particulier par beaucoup des amis de Pouchkine, comme scandaleux. Parce que c'est un poème impérialiste. Et pour bien des aspects, il est encore pire que ça. Mais il y a un vers qui m'a beaucoup frappé. À un certain moment, pour expliquer la création de l'Empire russe, Pouchkine dit « Tak tяжкий млад, дробя стекло, кует пулат ». C'est-à-dire, ainsi le lourd marteau, forgeant l'acier, brise, fracasse le verre. Et d'un seul coup, je me suis demandé, mais pourquoi le verre ? Pourquoi est-ce qu'il faut casser du verre pour forger l'acier ? Qu'est-ce que c'est le verre ? J'ai appris entre-temps que de fait, il y a un certain acier pour lequel il faut briser du verre. Mais la question n'est pas là. Qu'est-ce que c'est le verre dans la littérature russe ? Le verre, c'est une référence à un autre grand poète du XVIIIe siècle, Mikhail Lomonosov, qui a écrit une épître sur l'utilité du verre. Le verre, c'est tout ce que l'homme fait. Le verre, c'est tout ce qu'il y a de plus précieux, de plus fragile. Ça montre la vérité, ça permet de voir au loin, ça permet de conserver les choses. Le verre, c'est l'humanité même. C'est ça que brise le marteau de l'Empire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Très vite, au début du mois de mars, est paru dans l'agence RIA Novosti, qui est l'agence officielle du gouvernement russe, enfin pas du gouvernement, enfin bon bref, un texte théorique d'un type que je ne connaissais pas, que personne ne connaissait d'ailleurs, qui s'appelle Timofey Sergeyevtsev, qui expliquait les fondements de la guerre, enfin de ce qu'il appelait l'opération spéciale, et qui expliquait qu'est-ce qu'il fallait faire. Et ce qu'il expliquait, c'était la chose suivante. Les Ukrainiens n'existent pas. C'était écrit en toutes lettres. Les Ukrainiens n'existent pas. Existent des Ukrainiens qui ne comprennent pas qu'ils sont russes. Les Ukrainiens qui ne comprennent pas qu'ils sont russes sont des nazis. Les nazis,
il faut les éliminer. Comment les éliminer? Et tout est expliqué au début du mois de mars. La première chose qu'il fallait faire, c'était de détruire, le mot était explicite, d'éliminer les élites. La deuxième chose qu'il fallait faire, c'était détruire toutes les infrastructures civiles. La troisième chose, c'est qu'une fois que la Russie aurait occupé ces terres libérées des nazis, il ne fallait pas reconstruire. Et il fallait que pendant une génération, on rééduque les populations qui seraient restées là. Et le mot était explicite, nakazat, c'est-à-dire les punir. C'était écrit en toutes lettres. Et c'est exactement ça que fait l'armée russe. Et il ne s'agit jamais de débordement. Il s'agit d'une politique délibérée, réfléchie et construite. C'est-à-dire qu'il s'est passé au mois de février 2022 un retournement ontologique. Le traitement réservé aux populations ukrainiennes est exactement le traitement réservé par les nazis aux populations, non pas juives, les juifs étaient tous massacrés, mais polonaises, ukrainiennes, biélorusses. Et ça, c'est pour moi la chose la plus invraisemblable et la chose la plus fondamentale. C'est-à-dire qu'au nom du discours, d'un discours anti-nazi, en prenant prétexte de l'existence de fait d'éléments nationalistes ukrainiens pro-nazis, c'est indiscutable, mais qui était au moment, en 2022, ultra minoritaire. La politique d'annexion et de russification, comme on dit ça, était une politique délibérément nazie. Et c'est insupportable. Enfin, pour moi, c'était... Imaginez que... Enfin, voilà. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire... c'est pour moi très important, il s'agit du traitement des populations occupées à l'Est non juives. Donc, et à chaque fois, sans parler d'un autre phénomène, là encore stupéfiant, c'est les déportations forcées des enfants. On ne sait pas combien de dizaines, voire de centaines de milliers d'enfants réfugiés se retrouvent déportés et adoptables alors qu'on ne sait pas où sont leurs parents. C'est-à-dire qu'il s'agit de russifier, de transformer en petits Russes des élèves dont on ne sait même pas s'ils sont orphelins. Et donc, à chaque fois, tous les 2 jours, j'essaie d'analyser ce que je vois, d'analyser le discours, ce que les gens disent. Et dès le 3e jour de la guerre, j'ai été absolument persuadé que l'Ukraine finirait par vaincre la Russie.
Et je l'ai été d'une façon très simple. Au 3e jour de la guerre, les Ukrainiens qui étaient en déroute ont, d'une façon que je ne sais pas, que je ne connais pas, sont tombés sur un convoi de ravitaillement de nourriture de l'armée russe. Et se sont emparés des camions. Et ils ont ouvert les camions, quoi. Et il y avait dedans, il n'y avait pas d'armes, il n'y avait pas il y avait des rations alimentaires. Ces rations alimentaires étaient périmées depuis avril 2015. Ça prouvait d'une part que l'armée russe était là, dans le Donbass et à Lugansk, depuis ce moment-là. Et ça, personne n'en doutait. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que la chaîne de ravitaillement de l'armée russe n'existait pas. Ça voulait dire que, parce que concrètement, ça veut dire quoi? Que si tu envoies ça à manger aux soldats, les rations neuves qui ont été évidemment prévues, elles ne sont pas arrivées aux soldats, tu les as vendues quelque part. Et cette chaîne de la corruption est une constante de la vie russe. En Russie, tout s'achète. Tu ne peux pas servir, tu ne peux pas être un fonctionnaire en dehors d'être un policier, enfin, n'importe, même par exemple, comment dire, un type qui fait passer le permis de conduire. Si tu n'es pas corrompu, un juge, un avocat, tu ne peux pas. J'ai appris récemment, mais c'est une anecdote, mais ce n'est pas une anecdote, que 60% des conducteurs en Russie roulent sans assurance. Et pourquoi? Parce que ça coûte moins cher de donner un truc quand il y a un contrôle au flic. Tout simplement. Voilà. Et cette chaîne de commandement et cette chaîne de corruption fait que l'armée russe est un monstre de tous les points de vue, mais aussi de celui-là. Et j'ai vu régulièrement des trucs pareils. Tu ne crois pas, quoi. Tu vois la date de péremption du attends, c'est un fake. Mais non. Et tu comprends que c'est pas un fake parce que c'est ça en plus qui est atroce. Tu vois, maintenant, il filme ça sur l'iPhone. Donc, l'iPhone, il filme pas l'image, il filme aussi ce que dit le type qui filme. Et le type qui filme, il est aussi surpris que celui qui regarde. Et tu te rends compte que les obscénités en ukrainien, c'est en gros les mêmes que celles en russe. Parce que d'un coup, il dit, tiens, c'est comme dans Astérix, tiens, je comprends le gothique, si vous voulez. Les types, ils ne comprenaient pas. C'est pas possible, c'est 2015. Et tout est épouvantable comme ça. Tout. Et voilà. Et du coup, qu'est-ce que moi je peux faire? Je peux écrire. Je peux raconter ce que je vois. Avec cette espèce d'ébahissement d'horreur. De voir ça. Et de comprendre qu'il ne s'agit pas de crimes de guerre faits par des maraudeurs. Mais non, il s'agit d'ordre donné dans les plus hautes instances. Après, il y a encore autre chose. Quand on dit les Russes, mais ce n'est pas les Russes.
je vais dire ça de deux façons différentes. C'est pas les Russes, parce que une des choses monstrueuses qu'on a vues avec cette guerre, c'est qu'à peu près Méduse, un des groupements de journalistes interdits, enfin classés comme soi-disant agents de l'étranger, mais qui font un travail absolument extraordinaire, a analysé 3000, je crois, a analysé l'origine sociale ou géographique de 3000 morts parmi les soldats russes. Et ils sont arrivés à la conclusion, qui là encore les a ébahis, qu'il y avait à peu près 90% de ces soldats qui étaient d'abord ethniquement pas russes, ou de toutes sortes d'autres nationalités. Il y a en Russie, je sais pas, des centaines d'autres, une centaine d'autres nationalités. Mais surtout, que ils venaient de régions dans lesquelles la moyenne de revenus par habitant était inférieure au minimum vital. C'est-à-dire que l'armée est la seule solution pour une partie immense de la population qui n'a simplement aucune autre issue pour vivre. Et on ne se rend pas compte que ce qu'on appelle la Russie est une entité qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'on parle de Poutine comme celui qui assure la stabilité d'un État, mais cet État n'existe que par la contrainte. Et en fait, l'État est divisé entre seigneurs de la guerre, qui, chacun dans leur province, font régner leurs lois. Et que le souci majeur d'une part très importante de la population, c'est pas la guerre en Ukraine, c'est juste la survie au jour le jour. Du coup, il y a une inégalité incroyable dans l'armée russe. C'est pas l'armée russe. C'est une armée faite de peuples qui sont objectivement colonisés et utilisés comme, on appelle ça chair à canon. De là aussi, ces réactions hallucinantes de ces soldats qu'on voit fuir, mais en raflant tout ce qu'ils voient dans les maisons, en prenant les machines à laver, les télés, les trucs comme ça. Parce que pour une grande partie de ces soldats, et je ne sais pas, je ne peux pas dire quel est le pourcentage, mais visiblement au minimum 30%, il n'y a juste pas d'eau et d'électricité chez eux. Et c'est encore une autre réalité, encore un autre miroir de cette guerre. C'est pour ça que j'ai parlé de cette guerre comme d'un miroir de la Russie. Parce que la réalité de l'État poutinien s'y voit de toutes les façons possibles. Mais tout change d'une façon très, très, très rapide. Parce que jusqu'il y a encore 2 jours, la guerre, concrètement, ne concernait en Russie quasiment personne. Elle ne concernait que, sauf cas exceptionnels, et réellement sans doute liés à des accidents, que des volontaires. Et cette armée de volontaires, soi-disant la 2e armée du monde, se fait démolir sur le terrain. Au prix de pertes qui sont stupéfiantes. Et là encore, il y a un document dont il y
Il y en a qui disent que c'est un fake, d'autres qui disent que non. Et je serais plutôt pensé que ce n'est pas un fake. Pour dire l'ampleur des morts, du nombre de morts. C'est un document interne au ministère des Finances de la Fédération de Russie. Document qui fait suite à une lettre du ministère de la Défense. Le ministère de la Défense demande au ministère des Finances de prévoir une ligne budgétaire pour les dédommagements aux familles des morts. Et le ministère de la Défense donne, et c'est fin août, le chiffre. Et le chiffre, c'est 50 000. Il s'agit que de morts de l'armée. Parce que le ministère de la Défense ne s'occupe que de l'armée russe. Mais il y a les milices du Donbass et de Lugansk où tous les hommes ont été raflés. Et il y a les mercenaires. Et ça ne prend pas en compte non plus la garde nationale, qui ne fait pas partie, qui ne dépend pas du ministère de la Défense, mais du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire que si on accumule, on n'a pas les chiffres exacts, mais si on accumule, c'est quelque chose comme au minimum 70 000 morts. Avant, je pensais, et c'était le cas dans les conflits précédents, qu'un mort, ça signifie mathématiquement 3 fois plus de blessés. J'ai appris hier que ce n'était pas vrai. Avec les moyens des guerres contemporaines, c'est 2 fois. 2 fois, et c'est-à-dire qu'il y a au minimum donc 70 000 blessés. Et que de ces blessés, seulement 10% sont en état de reprendre le combat. Parce que les blessures sont d'une telle violence que 90% des blessés restent estropiés à vie. J'ai appris ça hier. Ça explique la première levée de 300 000. En fait, c'est beaucoup plus. C'est 1 million et sans doute beaucoup plus. Ça ne dit pas les pertes ukrainiennes qui ne sont pas spécifiées. Les Ukrainiens les gardent. D'après ce que je peux comprendre, les services américains plus ou moins comptent qu'il y a au minimum entre 20 et 30 000 morts. Je veux dire militaires. Mais je n'ai pas les chiffres, je ne peux pas dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a 2 semaines, j'ai publié une chronique qui s'appelait 87 000. 87 000, c'est le nombre de morts identifiés à Mariupol. De morts pour lesquels on a un nom. 87 000. Sur une population qui faisait 400 000. À ces 47 000 s'ajoutent 23 000, et on ne sait pas exactement combien, de corps non identifiés, ou bien disparus, ou bien dont il ne reste quasiment rien. Ça, c'est que Mariupol. Et Mariupol n'est pas la seule ville à avoir été détruite. C'est-à-dire qu'on peut estimer, il n'y a pas de chiffre, mais on peut estimer le nombre de morts civiles à au moins 200 000. Au minimum 200 000. C'est dire l'ampleur. Et toutes les infrastructures des zones occupées sont détruites. Ce qui est absolument fascinant quand on regarde ce qui se passe, c'est que les Russes ne tapent pas sur les cibles militaires, ou plutôt qu'il y a 10% sur les cibles militaires
et 90% sur les cibles civiles. Et les cibles civiles, c'est les centrales électriques, les chemins de fer, les hôpitaux, les écoles, les canalisations. C'est-à-dire que de faire en sorte que cet hiver, les gens ne puissent pas rester où ils ont survécu. Ou que ce soit physiquement impossible de rester. C'est pour ça, c'est ça qui explique la demande pressante du gouvernement ukrainien aux habitants de sortir, quitte à aller dans les zones occupées par la Russie. Parce que la guerre n'est pas finie du tout, du tout, du tout. Et ce qui va se passer cet hiver sera de l'ordre du cataclysme. Simplement à cause de ça. Il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Voilà. Après, j'ai écrit un article dans Le Monde pour dire que ce n'était pas Pouchkine qui était dans les chars de Poutine. Et qu'au contraire, j'ai toujours refusé de participer à des manifestations où les résistants ukrainiens excluaient les Russes, les opposants russes. Je pense toujours que les victimes principales, par le fait de la géographie, de ce déluge de monstruosité que Poutine a déclenché, c'est la population russophone d'Ukraine. Puisque c'est là que se passent les combats. Et c'est ça qui est, pour moi, encore bouleversant, c'est que les victimes, les bourreaux parlent la même langue. Mais que naturellement, la haine vis-à-vis de la Russie, en Ukraine, elle est, mon Dieu, tellement compréhensible. C'est aussi une autre des raisons pour lesquelles j'ai un profond sentiment de respect pour le gouvernement ukrainien actuel, qui a toujours fait attention de distinguer Poutine et les Russes, et la culture russe. Parce que dans la culture russe, comme dans toutes les cultures, il y a des fascistes et il y a des victimes des fascistes. Il y a de fait des fascistes russes, des impérialistes russes. Eh oui, il y en a. Et puis il y a des gens qui sont morts dans les camps. Il y a même des fois où même des fascistes russes sont morts dans les camps. Enfin, voilà. Tout ce que moi j'essaie de faire, tout ce qu'on essaie de faire, Françoise Morvan et moi, c'est de publier des auteurs qui écrivent contre ou en dépit, qui sont libres. C'est pour ça qu'on a aussi créé cette maison Mesure, dont on va parler plutôt demain, à l'université là, à Saint-Louis, oui c'est ça. Mais ça on en parlera demain. C'est-à-dire qu'il existe une Russie qui aspire à être libre, qui aspire à être banale. Comme disait mon grand-père juif, comme tout le monde, normal. Et que ce qui se passe en Ukraine, à travers cette tragédie dont j'en parle là, mais je pense que, c'est-à-dire, on est là en ce moment pour découvrir ce qui s'est passé en Ukraine, ce qui se passe en Ukraine en ce moment, dans la situation où étaient les armées alliées, disons en janvier 1945, quand on découvrait les camps, petit à petit, et qu'on ne savait pas qu'est-ce que c'est ce truc, qu'on n'avait pas de comparaison. Et donc, plus le temps va passer, plus on va découvrir. Parce que je n'ai pas parlé des viols systématiques. Mais c'est
sujet épouvantable. Épouvantable. Un des ordres à Izium des militaires russes qui occupaient, c'était ils interdisaient aux gens de fermer leurs portes. Les gens passaient, se servaient de tout. Voilà. Et j'ai toujours haï cette violence russe. Cette espèce de sang, quoi, de hache. Depuis le tsarisme. Et puis pendant la Révolution. Et puis sous Staline. Et maintenant. À un certain moment, j'ai décidé que je ne retournerais plus en Russie. C'était bien avant l'Ukraine. Parce que c'était trop... Comment vous dire? Vous savez, tout mon travail, peut-être tout le travail de Françoise Morvan, il est sur l'idée de lieu, de maison. Pour moi, c'est cette chambre de l'appartement communautaire. Mais il y a une différence entre le lieu mental qui vous fait travailler, qui vous fait vivre, qui ne vieillit pas. Parce que c'est ça qui vous... cette source de vie constante. Et le lieu physique. Le lieu physique tue le lieu mental. Parce que le temps passe. Parce que dans ce lieu qui est pour vous mental, il est entouré par plein de choses, par la vie, quoi, tout simplement. Et à chaque fois que j'allais en Russie, j'en ressortais ronché, sali, meurtri, par cette haine, par cette vulgarité, par cette espèce de saloperie, il n'y a pas d'autre mot, qui était là à tous les coins de rue. Et à un certain moment, j'en ai eu marre. J'ai raconté ça dans un bouquin qui s'appelle L'appartement. Sur comment j'ai voulu acheter comment j'ai acheté un appartement, comment je l'ai revendu, comment j'ai jamais vécu. Parce qu'il était temps de partir. Parce que je plains le temps de ma jeunesse qui son partement m'a scellé à Divillon. Et j'avais décidé et j'ai toujours décidé de ne plus revenir en Russie, jamais. De ne pas avoir, de ne traduire de la littérature russe que des auteurs qui sont dans le domaine public, qui sont morts depuis longtemps. Sauf Gennady Aïgui, mais le pauvre. Qu'est-ce qu'il a subi, lui? Voilà. C'est pas très gai comme conversation. Mais j'espère de tout mon cœur que le régime de Poutine s'effondrera. Je pense qu'il va s'effondrer. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas ni Madame Soleil ni quoi. Mais il est plus que temps. Merci beaucoup. Bon, 3 questions bien concrètes auxquelles les journalistes, qui sont en général plutôt, qui suivent Zelensky, qui brodent tout ce que Zelensky dit. Donc, première question, qui tire sur les abords de la centrale de Zaporijie? Qui a envoyé... Les Russes. Pardon? C'est les Russes? Les Russes. C'est les Russes. Bon, d'accord, ok, je suis rassuré là, vraiment. Et donc, 2, qui a bombardé le camp de prisonniers
Ukrainiens, Russes. les Russes, d'accord. Voilà. Encore. Non, c'est établi, il n'y a aucun problème, c'est établi. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de Et l'idéologie? vous savez pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils avaient tellement torturé les gens. Je vous ai pas interrompu. Non, donc- non, mais je vous le dirai. D'accord. Ils avaient tellement torturé ces gens qu'ils ne pouvaient plus être échangés. Ils les ont tués. Alors, autre question, c'était dans le monde diplomatique. Le responsable de la culture a dit qu'il fallait absolument bannir les poètes et les écrivains russes que vous avez cités, parce que consubstantiellement, ça porte l'idée d'un impérialisme, d'une supériorité extraordinaire. Et alors, ce qui me gêne un petit peu quand même, c'est que l'extrême droite qui profite de la situation, mais qui est-ce qui a précédé l'adhésion à l'OTAN d'un certain nombre de pays? Est-ce que c'est le glissement à l'extrême droite? Pour moi, l'extrême droite et la droite classique se confondent désormais en Europe. Alors, il y a aussi la nucléarisation de l'Europe. Donc, tous les pays qui ont acheté des F-35 sont des cibles potentielles en cas de guerre nucléaire. Et la suite, c'est quoi? Avec l'artillerie que l'armée ukrainienne a reçue, je ne vois pas d'autre solution militaire de bombarder le Donbass et puis de bombarder la Crimée, un peu la Russie aussi, puisque c'est ça le but. Donc notre représentant à l'Union européenne, il s'appelle Charles Michel, il a dit on va reconquérir la Crimée. Je pense qu'il a envie d'envoyer les chasseurs ardennais là-bas, quoi, hein, c'est quelque chose comme ça. Pour répondre à madame, je ne sais absolument pas ce qui sera, ce qu'il y aura après. Il est évident qu'il n'y a pas d'opposition, comment vous dire, structurée, et que Poutine ne peut pas être renversé par une opposition. Il ne sera renversé que par des membres de son clan qui comprendront que plutôt que de perdre la vie et leurs milliards, on peut garder les deux en tuant leur chef. C'est ça le calcul. Ces gens seront des bandits exactement comme Poutine. Mais comme le régime est absolument vertical, là, petit à petit, d'une façon ou d'une autre, il y aura un début de vie politique. Il est tout à fait possible qu'il y ait une série de guerres civiles. Je pourrais parler pendant longtemps de Kadyrov en Tchétchénie, qui est en fait celui qui dirige la Russie avec un autre type, Prigozhin, celui qui fait les Wagner, et qui est un type qui est un ancien bagnard condamné pour viol d'enfants. Et pour un réseau qui est monté du temps de l'Union soviétique, un réseau de prostitution enfantine. Et qui est le bras droit de Poutine maintenant. C'est ça l'entourage de Poutine. Mais Poutine, il est arrivé au pouvoir comment? Parce qu'il était à la conjonction entre le KGB et la mafia. Ça, c'est aussi des choses établies. Voilà. Il a commencé par donner, en tant que adjoint au maire démocrate, libéral de Leningrad, Sobchak, c'est lui qui s'occupait de donner les marchés et extérieurs et à l'intérieur. Et c'est lui qui a donné le marché des ports de Leningrad à la mafia. Ça, c'est des choses qui sont établies depuis des années, une vingtaine d'années. Hein, c'est pas, voilà. Voilà. À partir du... C'est ça qui est... Poutine, alors, le pouvoir est vertical, mais Poutine, c'est un chef de la mafia. La mafia, elle n'est pas personnaliste. Si le chef
met en danger le groupe, il saute. C'est ce qui s'est passé avec les Corléonais. À un certain moment, Toto Riina, il dérangeait trop. Alors on l'a donné. C'est très envisageable qu'il se passe la même chose. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais d'ici qu'il y a une démocratie en Russie, malheureusement, et pourtant, il n'y a jamais... Je peux prendre... Je dis toujours, mais c'est une chose qui est importante pour moi. Il y a en russe 2 mots pour dire liberté. Il y a svoboda et volia. Svoboda, c'est la liberté politique. Elle n'a jamais existé en Russie. Juste jamais. Elle a existé nominalement et un petit peu pour les intellectuels et dans les faits dans les dernières années de la perestroïka. Et elle s'est noyée dans la crise économique. Ou plutôt, on l'a noyée dans la crise économique. Et il y a un autre mot, volia. Volia, veut dire à la fois liberté intérieure et volonté. Et ça, c'est un principe intangible de toute vie, j'allais dire spirituelle, intellectuelle, émotionnelle aussi. Si tu n'as pas ta vola, tu es nivolny, c'est-à-dire prisonnier. L'un, svoboda, implique la liberté de tout le monde, le forum, l'agora. Vola n'implique rien. Tu peux être libre au fond d'une prison. Et voilà. Je voulais aussi te poser une question, c'est sur, tu as cité Medusa, il y a aussi Nova Gazeta, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre, je dirais un nombre important de journalistes russes qui continuent à faire le travail honnêtement et avec énormément de qualité, souvent d'ailleurs avec l'accès en anglais, donc une partie importante de leur production se passe à la fois en russe et en anglais. Et peut-être tu peux dire justement quelques mots sur cet aspect-là de la presse libre qui reste... Alors, cette presse libre, elle est interdite, ou quasiment interdite en Russie. Mais interdire aujourd'hui quelque chose, c'est compliqué à cause d'Internet. Et donc, elle existe. Elle n'est pas, comment vous dire, on ne peut pas acheter... Nova Gazeta est fermée. Voilà. Mais il continue à travailler, soit en exil, soit dans le pays même. Muratov a eu le directeur de la Nova Gazeta a eu le prix Nobel. Et voilà. Et c'est des gens qui tous protestent d'une façon très ferme, très claire contre la guerre. Voilà. Après, il y a ce qui se passe en ce moment avec Alexei Navalny, qui est en train d'être tué en prison par les conditions dans lesquelles il est détenu, constamment au cachot, constamment puni, constamment... Voilà. Il y a aussi ça. C'est-à-dire qu'il existe une opposition. Si Navalny sortait, il aurait un poids réel. C'est pour ça que le pouvoir veut le tuer avant. Il n'est absolument pas certain que Navalny ne va pas rester vivant encore un an. Et Poutine fait ça d'une façon très très claire, parce que Navalny est le seul homme politique qui a une aura nationale. Voilà. Mais au moins on voit Navalny, quoi. Tandis que Assange, depuis 2 ans et demi... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon? La question, mais je ne comprends pas comment, si Navalny est si dangereux,
Comment on lui donne la parole maintenant? Voilà une question. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Non. Vous ne m'entendez pas? Si je parle fort, vous m'entendez? D'abord, je suis très émue de m'adresser à vous, Monsieur Markovitch, parce que j'enseigne la traduction. J'enseigne la traduction. Et je voulais simplement exprimer toute l'émotion que j'avais à m'adresser à Monsieur Markovitch, qui est un modèle en fait pour tous ceux qui aiment la littérature, pour ceux qui s'intéressent à la traduction, pour tous ceux qui s'intéressent également et qui se passionnent pour tout ce qui est transfert culturel et transfert linguistique. Vous avez à plusieurs reprises, Monsieur Markovitch, parlé justement avec cette aura justement pédagogique, didactique qui est la vôtre, de ce transfert qui est on ne peut plus complexe, nuancé, difficile d'une langue à l'autre. Plusieurs fois, vous avez donné plusieurs traductions pour le même mot. Et je voulais évoquer ici un de nos amis qui est pour le moment à l'université de Kiev et qui ne veut pas sortir d'Ukraine, ne veut pas sortir de Kiev parce que ses deux fils sont au front. Je vais parler de Konstantin Sigov, qui est professeur de philosophie à l'université de Kiev. Et Konstantin Sigov, il est responsable, directeur scientifique du transfert du dictionnaire des intraduisibles en ukrainien et en russe. Ce qui veut dire que le dictionnaire des intraduisibles, qui est sans doute l'œuvre la plus ambitieuse, la plus importante de ces 20 dernières années, dans la directrice scientifique et Bernard Lacassin, qui est en fait le dictionnaire des intraduisibles et du vocabulaire européen, de la philosophie. Le transfert de ce dictionnaire en russe et en ukrainien se passe à Kiev. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on a voulu justement que ce transfert de ce dictionnaire, de la pensée finalement européenne, et qui au fur et à mesure des transferts justement, se déseuropéanise et devient universel véritablement, se fasse en lieu dépoutinisé. Et ça, c'est vraiment important. Ma question, M. Markovitch, vous avez dit « Je ne veux pas traduire d'auteurs autres que ceux qui sont tombés dans le domaine public ». Alors là, c'est un appel que je vous fais, M. Markovitch. Je vous en conjure. Traduisez ceux qui sont vivants. Traduisez la voix des vivants. Traduisez la voix de ceux qui ne peuvent s'exprimer peut-être qu'en russe aujourd'hui et qui ont des choses à nous dire d'une humanité, d'une Russie qui n'est pas justement poutinisée. Et je ne vois pas d'autres personnes que vous pour faire partie et pour faire passer ces voix-là. Merci beaucoup. Non, pour ça, après c'est des questions de droit d'auteur et des trucs comme ça. Mais là, par exemple, vous imaginez pas le calvaire que c'est de préparer une édition pour Gallimard des œuvres de Brodsky. La volonté de Estate qui s'occupe des droits de Brodsky. Vous imaginez pas le truc. Moi, je fais pas ça, quoi. Je n'ai pas de temps à perdre avec des conneries pareilles, quoi. Moi, Dostoïevski, il est mort. Bon, mais juste pour finir, est-ce qu'il y a... comment vous dire? Est-ce que vous avez d'autres questions? Qu'est-ce qu'on peut dire, que pouvez-vous dire sur le poème de Brodsky sur l'indépendance ukrainienne? Que c'est une connerie. Non, mais excuse-moi, mais j'ai dit ça, mais pourquoi Brodsky a écrit ça, qui est un poème de fait, tout est fait d'une grande vulgarité sur l'indépendance ukrainienne. Parce que Brodsky n'imaginait pas l'éclatement, non pas de l'empire russe contre lequel il s'était battu toute sa vie, mais de la culture dans laquelle il était. Et alors il l'a fait d'une façon qu'il n'aurait pas dû. Mais la raison qui l'a poussé à le faire est une raison sérieuse. Voilà. Et je ne voudrais pas que les gens qui n'ont pas lu Brodsky
la poésie de Brodsky ne connaissent du nom de Brodsky que ce poème-là. Parce que ça serait vraiment scandaleux. Voilà. De même, Pouchkine a écrit des poèmes tout à fait insupportables. C'est clair. Mais Poltava n'est pas un poème sur la grandeur de l'Empire russe. Si j'ai encore 5 minutes, 10 minutes, Pas de problème. sur ce que je ne peux pas traduire. Un poème de Ossip Mandelstam sur les haches. C'est écrit en 1921, quand il était en Géorgie, à Tbilissi, et en pleine guerre civile, ou plutôt au moment où le pouvoir bolchevique s'était installé. Voilà. Et il était logé dans une espèce de grand hôtel particulier où il n'y avait pas d'eau, il fallait se laver dehors. Voilà, ça c'est l'anecdote. Умывался ночью на дворе. Твердь сияла грубыми звездами. Звездный луч, как соль на топоре. Стынет бочка с полными краями. На замок закрыты ворота, и земля по совести сурова. Чище правды свежего холста вряд ли где отыщется основа. Тает в бочке, словно соль, звезда, и вода студеная чернее. Чище смерть, соленее беда, и земля правдивей и страшнее. Alors ça dit ça. Умывался ночью на дворе. C'est tout simple, je me lavais la nuit dans la cour ou dehors. Sauf que c'est pas je me lavais, parce qu'il n'y a pas de pronom personnel. En russe, tu peux sauter le pronom personnel, ça peut être je me lavais, tu te lavais, il se lavait. C'est organisé principalement par Traduki, qui est une association. Et qu'est-ce que c'est ce rite та-та-та, та-та, та-та, та-та? А кто тут знает Лермонтова? Кто-нибудь помнит? Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит. C'est le dernier poème du plus grand poète romantique russe après Pouchkine, Lermontov, qui est mort en duel au Caucase à même pas 27 ans, et auquel Nicolas Ier, apprenant sa mort, a dit Sabak, Sabachie смерть, à un chien mort de chien. Et le poème de Lermontov dit Выхожу один я на дорогу, je sors seul sur la route, сквозь туман, à travers le brouillard, кремнистый путь блестит, le chemin de silex reluit, ночь тиха, la nuit est calme, пустыня внемлет Богу, le désert écoute Dieu, и звезда звездою говорит, et l'étoile parle avec l'étoile. Et Mandelstam fait le contraire. Ta 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 tam. Au lieu de ta 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 ta. Je me lavais la nuit dehors. Твердь сияла грубыми звездами. Le ciel luisait d'étoiles grossières. Mais грубый, ça ne veut pas dire grossière seulement, ça veut dire originel, brut, non travaillé. C'est pas travailler les étoiles. Et твердь, ça veut dire le ciel. Mais moi, pour dire, как вы говорите, le ciel, небо. Твердь,
c'est ce qui est dur, comme le firmament. Le ciel dur luisait d'étoiles grossières. Умывался ночью на дворе, твердь сияла грубыми звездами. Звездный луч, как соль на топоре. Le rayon de l'étoile, c'est comme du sel sur la hache. Стынет бочка с полными краями. La barrique pleine d'eau refroidie. На замок закрыты ворота. Le portail est fermé au verrou. И земля по совести сурова, et la terre est en conscience austère. Чище правды свежего холста вряд ли где отыщется основа. Je sais pas comment traduire ça. Ça veut dire qu'on ne trouvera pas de trame plus propre que celle que la vérité ou la justice de la toile non peinte ou de la toile brute. Et il s'agit d'une part tout simplement de sa serviette éponge. Mais la toile non peinte, c'est aussi une toile, la toile que Dieu peint au ciel. Et ça aussi, c'est dur. Et c'est propre. Et ça lave. Тает в бочке, словно соль, звезда. Fond dans la barrique, comme du sel, l'étoile. И вода становится чернее. Et l'eau devient plus noire. Quand l'étoile, blanche comme du sel, fond dans l'eau noire, l'eau devient plus noire. Чище смерть, plus propre est la mort. Соленее беда, plus salé est le malheur. И земля правдивей и страшнее, et la terre est plus véridique et plus épouvantable. Умывался ночью на дворе, твердь сияла грубыми звездами. Звездный луч, как соль на топоре, стынет бочка с полными краями. На замок закрыты ворота, и земля по совести сурова. Чище правды свежего холста вряд ли где отыщется основа. Тает в бочке, словно соль, звезда, и вода студеная чернее. Чище смерть, plus propre est la mort. Соленее беда, и земля правдивей и страшнее. Et je pense que c'est une des plus extraordinaires images de la Russie qui ait jamais été écrite.